de votre établissement. Alors justement, eh bien, nous allons nous intéresser aux aspects biomédicaux de la ventilation invasive avec notre dernière intervenante. Alors juste avant, je voulais faire un rappel aux participants. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat Q et R qui est situé au bas de l'écran en utilisant le bouton qui est approprié. Vous pouvez donc poser vos questions à nos différents intervenants. Donc, nous accueillons notre dernière intervenante, donc, qui est Anaïs Pérouse. Donc, Anaïs est ingénieure biomédicale au centre hospitalier Métropole Savoie à Chambéry, en France. Et après, elle est d'ailleurs correspondante régionale et adhérente de l'Association française des ingénieurs biomédicaux, la FIB. Après quelques rappels sur le fonctionnement des ventilateurs, Anaïs reviendra sur la manière dont son établissement et son service biomédical en particulier, se sont organisés, se sont même adaptés et sont d'ailleurs toujours sur le pied de guerre face au Covid-19. Anaïs, à vous l'honneur. Merci, bonjour à tous, vous m'entendez bien? Alors, je souhaitais effectivement démarrer la présentation par quelques rappels un petit peu techniques pour bien comprendre les enjeux de la ventilation invasive. Si le diapo veut bien fonctionner, avec du coup effectivement les propriétés mécaniques du système respiratoire. Hop là. Donc à l'insufflation, la pression dans les voies aériennes va augmenter en lien direct avec le volume insufflé. Donc c'est un phénomène physique qu'on appelle la compliance et qui va exprimer la capacité du poumon à varier de volume en fonction de la pression qu'on lui applique. Alors souvent on fait l'analogie, on rapproche les alvéoles pulmonaires à un ballon de baudruche. Quand vous allez souffler dans votre ballon de baudruche, la pression élastique qui va s'appliquer sur les parois va distendre le ballon. Donc on comprend bien qu'il y a effectivement une correspondance et un lien de proportionnalité entre le volume et du coup la pression appliquée. Et on retrouve aussi dans les propriétés mécaniques du système une relation entre la pression et le débit. Donc c'est ce qu'on va appeler le phénomène de résistance qui va correspondre à la pression résistive des voies aériennes et qui va notamment dépendre de la taille, du diamètre, de la viscosité du milieu des voies aériennes. Alors à partir de là, pour bien comprendre ce qui se passe au niveau d'un cycle ventilatoire, donc on va regarder un petit peu l'évolution de la pression en fonction, donc la pression des voies aériennes en fonction du temps. Alors on prend un schéma un petit peu simplifié avec un volume défini à un débit constant. Donc, on va définir différents temps différentes étapes dans le cycle ventilatoire. À T0, c'est le temps qui va précéder le début du cycle. On a un volume nul, un débit nul, et on va avoir du coup une pression dans les voies aériennes qui va correspondre à la pression en fin d'expiration. Donc, on va appeler la PEP, qui est la pression résiduelle dans les voies aériennes en fin d'expiration. À T1, c'est le temps de début d'insufflation. Donc là, on pousse un débit. Donc on va tout de suite effectivement voir que la pression augmente. Et elle augmente avec effectivement un lien de proportionnalité jusqu'à atteindre une pression maximale. Donc on va appeler la pression de crête. À partir de là, on va créer un temps qu'on va appeler temps post-inspiratoire. Donc on va arrêter le débit. La pression va du coup diminuer pour atteindre une pression de plateau, comme l'expliquait le docteur précédemment. Donc cette pression, elle est en lien direct avec du coup la pression de résistance des voies aériennes. Et ensuite, on atteint du coup le temps T2, qui est le temps de fin d'insufflation, où la pression, on a toujours un débit nul, où la pression va du coup revenir petit à petit à son état initial. Donc on définit effectivement notre cycle ventilatoire avec une phase de temps inspiratoire entre T1 et T2 et un temps expiratoire de T2 à T1. Donc à partir de là, avec ces données physiques, on définit donc les différents paramètres ventilatoires que l'on va après régler pour pouvoir au niveau de notre ventilateur régler nos différents paramètres. Alors dans les principaux, on retrouve la FiO2 qui correspond à la concentration d'oxygène, le volume courant qu'on va appeler VT, la fréquence respiratoire, le volume minute, qui va être le produit du volume courant et de la fréquence respiratoire. On retrouve les différents temps inspiratoires qu'on a vus précédemment dans le schéma, avec TI, temps inspiratoire, le temps de plateau et le temps expiratoire.
En paramètre, on a également un paramètre important, le rapport I sur E. Donc, par exemple, pour un rapport I sur E de 1 sur 2, ça va correspondre à un temps expiratoire TE 2 fois plus long que le temps inspiratoire TI. Ça va correspondre à la physiologie de notre circuit ventilatoire, on va dire, standard. On retrouve également en paramètre du coup, le débit d'insufflation, qui va être la vitesse d'insufflation du volume courant. La PEP, on en a parlé aussi également précédemment dans le schéma d'avant. La pression de crête, la pression de plateau, la pression moyenne, ça va être la moyenne des pressions pendant un cycle complet. Et comme l'a évoqué le docteur Shiban, on retrouve souvent effectivement le paramètre trigger qui correspond à un seuil qui va permettre au ventilateur de détecter un appel inspiratoire du patient. Donc ça, c'est par rapport aux principaux paramètres qu'on retrouve dans la ventilation. Alors, j'ai essayé de vous simplifier, pour bien comprendre comment fonctionne un ventilateur, j'ai essayé de vous simplifier. Alors, ça, c'est très schématique, un petit peu les différentes composantes qu'on retrouve un petit peu dans tous les systèmes. Donc, on va avoir une entrée d'air avec un mélange RO2, puisque l'idée, c'est effectivement d'apporter cet air pour oxygéner le patient. Donc ici, le patient est représenté par notre petit ballon. On va avoir un système à l'intérieur de propulsion qui va nous permettre justement de distribuer le gaz vers le patient. Alors, c'est souvent une turbine, ça va être un système électrique avec des pistons dans certains types de respirateurs. On retrouve donc le circuit inspiratoire qui va aller jusqu'au patient, qui va apporter du coup les gaz oxygénés jusqu'au patient, et le circuit expiratoire qui va permettre de rejeter les gaz expirés. Et une notion importante dans les ventilateurs, c'est aussi la notion de valves expiratoires qui vont nous servir du coup à conduire un petit peu les gaz vers le patient, puisque à l'inspiration, effectivement, il faut que le gaz arrive jusqu'au patient et ne repart pas, ne s'échappe pas dans la seconde branche. Et inversement, à l'expiration, il faut que ce soit du coup les gaz expirés qui soient évacués et qui ne reviennent pas vers le ventilateur. Donc, ça va être la principale fonction de ces valves expiratoires. Alors, ça, c'est dans la théorie. Dans la pratique, c'est un peu plus compliqué que ça. Donc, voilà un schéma qui représente, qui est un peu plus cohérent avec ce qu'on peut retrouver dans un ventilateur dans la réalité. Donc, on retrouve un petit peu déjà les mêmes choses. La partie, le circuit inspiratoire, le circuit expiratoire. Oups, je passe un peu vite. Avec les deux valves. On a un système central de commande qui va piloter les différents composants du ventilateur. On a également du coup donc la partie mélange de gaz va se faire au niveau du mélangeur qui va permettre les réglages de la FiO2. Et après, on a tout un tas effectivement de capteurs de débit et de différents capteurs qui vont permettre d'assurer le bon fonctionnement du ventilateur et de monitorer correctement le patient. Donc ça, c'était pour les rappels un petit peu techniques sur la partie ventilation invasive. Ensuite, je voulais vous partager un petit peu, moi, le retour d'expérience que j'ai eu au niveau de mon établissement. Alors nous, au niveau de notre organisation, on a centralisé, je vous ai fait apparaître quelques chiffres, on a centralisé les patients donc, Covid lourds du secteur de la Savoie sur notre établissement parce qu'on était déjà équipés en standard, on va dire, de 20 lits de réanimation dans notre établissement. On est passé du coup pendant l'épidémie à 36 lits de réa équipés. Et avec notamment, vraiment au pic de l'épidémie, là, sur le mois de mars-avril, on est monté jusqu'à 48 lits de réa USC. Alors, on ne les a pas maintenus, on est redescendu aujourd'hui, on maintient nos 36 lits équipés pendant encore un petit moment, je pense. Mais on a dû, du coup, à un moment donné, quand même, déployer pas mal de matériel et trouver un peu de place. Pour vous représenter un petit peu aussi, on a été au niveau biomédical, on a été un petit peu obligé d'acheter du matériel et de compléter un petit peu notre parc avec notamment, alors nous on a fait le choix de racheter 10 ventilateurs supplémentaires plutôt de transport qui vont être aussi qui s'adaptent à la réanimation. Alors, ça a représenté un coût global biomédical de 230 000 € d'investissement en lien avec le Covid. Ce n'est pas que du matériel de ventilation. Dans ce chiffrage-là, il y a également des automates de labo, du monitorage. Mais voilà, c'était pour vous représenter ce que ça a pu chiffrer sur quelques mois, cette crise Covid.
On a aussi, du coup, ça nous a mobilisé, beaucoup les forces biomédicales, puisque c'est près de 450 équipements qui ont été rapatriés au biomédical, dispatchés dans les différents services. Et en dessous, je vous ai mis un petit peu notre suivi statistique avec du coup les patients en bleu qui sont entrés chez nous en réa avec le gros pic épidémique là, de mars-avril, et puis un petit peu la reprise de la crise sur le mois de septembre. Alors, pendant la crise, nous, du coup, pour bien gérer la gestion et l'organisation de nos équipements, de nos ventilateurs, on s'est surtout appuyé via les recommandations en fait, nationales des sociétés savantes et des groupes d'experts. Alors, ça nous a été diffusé, ces informations-là, sous forme de MARS, donc c'est ce qu'on appelle les messages d'alerte rapide sanitaire. Et notamment sur l'organisation des matériels de ventilation, ils nous ont classé en fait les différents ventilateurs hospitaliers en 5 niveaux, avec le niveau 1 qui va vraiment être les ventilateurs de réa haut de gamme lourds, voilà, et on va diminuer jusqu'au niveau 5 où c'est plutôt du coup les ventilateurs de transport d'urgence un peu plus légers. Et donc, on avait effectivement, par exemple, ce type un petit peu d'arbre décisionnel et organisationnel pour nous aider et nous piloter un petit peu dans l'organisation et la gestion et la prise en charge des patients Covid. Donc là, vous avez encore une fois les différents les différents niveaux de classification des ventilateurs avec les avantages et les inconvénients. Donc c'est vrai qu'en début de crise, on a surtout essayé de privilégier la mise en place des respirateurs haut de gamme, premier niveau, sur les patients les plus critiques, les plus lourds. Mais au fur et à mesure de la crise, ça a été du matériel quand même en tension. Il a fallu qu'on s'organise un peu différemment. Et on a plutôt, du coup, après complété le parc de ventilateurs de réanimation avec plutôt ce type de ventilateur-là, avec ce qu'on appelle les transports un petit peu plus, qui permettent quand même de ventiler des patients de réa. Donc, on a déplacé ces équipements-là vers les secteurs un peu plus critiques et on a organisé nos autres secteurs un peu moins critiques avec des respirateurs, des ventilateurs de transport un peu plus légers. Alors ensuite, je souhaitais aussi évoquer, parce qu'effectivement, il n'y a pas que le matériel, il n'y a pas que les ventilateurs. Comme a dit les précédents orateurs, il y a effectivement tout ce qui va autour. Et notamment, on a eu pas mal de retours d'expérience et de recommandations là, au niveau de la gestion des filtres. Donc, pendant le Covid, effectivement, les recommandations, c'était d'utiliser des filtres à haute efficacité, donc ce qu'on appelle souvent les filtres EPA. Alors, on a plutôt utilisé le type électrostatique qui était plus disponible sur le marché là, pendant la crise et qui, en fait, était suffisant en termes de qualité de filtration. Alors, je vous ai remis, du coup, ici un schéma de recommandation d'un montage avec le positionnement des filtres pour les ventilateurs de réanimation. Alors, on s'est appuyé sur les recommandations nationales, mais aussi sur les recommandations des fabricants. Donc, par exemple, les recommandations ici, c'était de mettre un filtre patient, donc HME, échangeur de chaleur-humidité, à ce niveau-là, et de mettre un filtre machine au niveau de la partie valve expiratoire pour justement, effectivement, éviter le risque de contamination au niveau du bloc patient, surtout au remplacement des filtres et au démontage du système. Alors, c'est vrai que les recommandations dépendaient un petit peu aussi du type et du modèle de ventilateur. Dans certains cas, on positionnait plutôt donc un filtre patient HME avec un filtre hydrophobe plutôt au niveau de la branche inspi. Ça dépendait un petit peu des modèles. Et c'est vrai que les recommandations en général, donc c'était plutôt de les remplacer de 24 à 48 heures. Ça a pu, il y a eu un peu plus de souplesse et ça a pu s'allonger en fonction aussi du coup de la disponibilité et de la tension sur ces systèmes-là. Pour la partie, donc je vous ai mis l'autre classification là au niveau des ventilateurs. Pour la partie ventilateur de transport, ce qui était recommandé, c'est l'utilisation d'un filtre HME filtrant au niveau de la valve expiratoire et avec une recommandation, si possible, de mettre un filtre FH hydrophobe du coup sur la sortie machine. Donc, ce qui était effectivement surtout recommandé, c'est de
il y avait énormément de précautions lors du changement de filtre avec, voilà, pour les utilisateurs, avec un risque quand même de contamination possible. Et aussi bien surveiller les risques d'humidité au niveau du filtre, puisque si un filtre voilà, a été humidifié, il perd quand même en capacité de filtration. Alors voilà, après je souhaitais vous partager un peu plus voilà, une réflexion personnelle du coup sur le retour d'expérience Covid. Alors dans mon établissement, avec je pense une plus-value voilà, quand même assez forte des équipes biomédicales. Aujourd'hui, nous, ce qui a été essentiel pendant la crise, ça a été la bonne gestion de son parc, bien connaître son parc. Je pense qu'avoir un inventaire à jour, une traçabilité à jour de ces équipements, c'est indispensable. Bien savoir quel type d'équipement on a, où est-ce qu'ils sont, dans quel état de fonctionnement ils sont, parce qu'aujourd'hui, on a pu récupérer, par exemple, des ventilateurs qui étaient à la réforme en panne, qu'on a pu réparer et remettre en place dans les services. Un des points forts d'un service biomédical, c'est aussi qu'on travaille avec des fournisseurs. On a quand même un réseau avec des filières un petit peu annexes pour justement récupérer et mutualiser des équipements. Chez nous, il y a eu une forte coopération interétablissement qui nous a permis de quand même centraliser et mutualiser un peu les appareils. On a aussi voilà, développé un peu les réseaux et les filières sur les centres de formation, les centres de simulation pour éventuellement pouvoir aussi récupérer du matériel. On a trouvé des solutions chez les vétérinaires, chez les brokers de matériel. Voilà, il y avait un petit peu tout qui a été envisagé. Je pense que souvent aussi, un des points forts du biomédical, c'est qu'on arrive à faire le lien un petit peu avec les services support, ce qui a été aussi important pendant la crise avec la pharmacie, les services techniques, pour arriver à tous se coordonner voilà, pour que ça puisse tourner. Et c'était nécessaire aussi de réaliser un suivi des stocks et du consommable très régulier, voilà, en lien avec aussi tout le matériel qui va autour de nos équipements biomédicaux pour bien identifier le matériel qui arrivait ou qui allait être en tension. Et voilà, aussi un point sur lequel je souhaitais assister, c'est je pense qu'au niveau biomédical, on a vraiment un rôle de conseiller technique auprès de nos directions. Et notamment, on a vu, alors un des points qu'on va dire quand même bénéfique de la crise, c'est qu'il y a eu une grosse mobilisation des industriels voilà, chez nous au niveau national. Il y a eu quand même des innovations qui ont été faites au niveau technique. Alors, je vous ai mis ici quelques exemples, notamment, il y a eu beaucoup de mobilisation là, des imprimantes 3D pour alors, soit créer des pièces détachées qui manquaient de stock, soit faire ce type de masque VNI qui a manqué à un moment donné aussi pendant cette période. On a aussi vu des prototypes mis en place au niveau de certains types de ventilateurs. Là, je vous ai mis l'exemple du système de VNI avec le masque de plongée Decathlon qui a pu être, les prototypes ont pu être testés sur certains sites. Alors, il faudra qu'on voit sur l'évolution comment éventuellement on se sert de ces innovations. Mais il y a eu quand même des choses assez intéressantes de fait. Donc voilà, il faut qu'on soit à l'écoute de ces techniques pour après conseiller nos directions pour partir vers certaines ou pas, ou en tout cas partir sur certaines directions ou non. Puisque le point de vigilance que je souhaiterais apporter, c'est quand même attention au matériel que j'appelle un petit peu opportuniste. Pendant la crise, on a vu aussi beaucoup de choses, des fournisseurs qui veulent vendre aussi absolument tout et n'importe quoi. Et c'est aussi notre rôle de s'assurer qu'effectivement, les solutions qu'on peut mettre en place sont certifiées et sont conformes et vont pouvoir être utilisées correctement dans nos services. Alors, je souhaitais effectivement, en complément peut-être du discours du docteur Shiban, faire un petit point sur la maintenance des ventilateurs, puisqu'effectivement, pendant la crise, les ventilateurs ont été énormément sollicités et il fallait que ça ne tombe pas en panne. Donc, on n'avait pas vraiment le choix. Il fallait maintenir au maximum nos équipements. Alors, chez nous, on a surtout essayé principalement de réaliser les maintenances préventives des ventilateurs avant le pic épidémique et pendant un petit peu les phases d'accalmie pour essayer de réduire au maximum les pannes sur les appareils. Il fallait essayer d'identifier un peu les points de fragilité des systèmes, des équipements, pour essayer un petit peu de stocker les pièces nécessaires à l'utilisation et aux réparations. Alors chez nous, ça c'est surtout, on a souvent quand même des défauts au niveau des cassettes expiratoires. Le fait de les nettoyer assez fréquemment, elles arrivent quand même à avoir une usure un peu plus,
sont assez sollicitées, on les remplace assez fréquemment. Donc, on avait surstocké un peu ce type de matériel pour avoir un stock un peu de roulement pour éviter les pannes à ce niveau-là. Et puis, voilà, pas mal de petites autres pièces qui ont pu nous permettre. Alors, nous, chez nous, on a la chance effectivement d'avoir des techniciens et un atelier biomédical au sein de notre établissement avec des techniciens qui réalisent du coup les maintenances des ventilateurs et les maintenances curatives en interne. Et c'est là qu'on a vu quand même une vraie plus-value en termes de réactivité, puisque les fournisseurs, les prestataires extérieurs pendant la crise ont quand même été beaucoup impactés et ça a été compliqué de les faire intervenir. Donc heureusement, effectivement, qu'on a eu nos techniciens pour intervenir et gérer ces pannes-là. Ce qu'on a pu mettre en place et ce qu'on a constaté au niveau de notre établissement, c'est qu'on a essayé avec les équipes médicales nous ont bien accompagnés là-dedans, c'est essayer d'utiliser un seul ventilateur pour un seul patient, d'associer un seul ventilateur à un seul patient et qu'il puisse le garder sur toute la durée de son traitement. Ce qu'on a constaté, c'est que ça limite quand même les déplacements, ça limite les démontages, ça limite le nettoyage et c'est quand même souvent à ce niveau-là que les pannes et chez nous, ça nous a permis un peu quand même de réduire ces petites pannes intermittentes. Ensuite, un point, je pense, sur lequel les équipes biomédicales ont aussi leur rôle à jouer, c'est rappeler les bonnes pratiques d'utilisation. On sait qu'un matériel mal utilisé, effectivement, va générer ensuite des pannes. Donc, je pense que le point fort de nos équipes, c'est aussi sur ce point-là. Et aussi faire des rappels sur le bon entretien, le bon nettoyage des équipements aux équipes. Parce que alors, nous, on l'a vu surtout en début de crise, effectivement, avec l'usage des détergents, nos équipements étaient détrempés et se sont retrouvés dans des états, il y avait des infiltrations de détergents au niveau des équipements et ça nous a créé quand même beaucoup de pannes. Donc avec les équipes d'hygiène, on a tout de suite fait des rappels pour essayer déjà de limiter effectivement ce type de panne-là. Alors un point qu'on va aussi, je pense, suite à cette crise en retour d'expérience, il va falloir qu'on revoie un petit peu notre politique de réforme des équipements et qu'on assure, en général, c'est vrai quand on renouvelait des appareils un peu obsolètes, on avait tendance à les évacuer, à les revendre, à les réformer. Aujourd'hui, sur les équipements critiques, on pense faire un petit stock d'équipements un peu tampons pour les crises sanitaires, puisqu'on a été quand même en tension sur un grand nombre d'appareils. Et un point que je souhaitais aussi évoquer, alors que je trouve qui a été pour le coup bien fait dans notre établissement, c'est vraiment sécuriser les fonctions critiques du service biomédical. Donc nous, on a vraiment identifié les fonctions d'ingénierie, de maintenance, les fonctions administratives, les risques potentiels, identifier les interlocuteurs sur ces trois axes-là. Et en se disant, on a monté plusieurs scénarios, en se disant aujourd'hui, si l'ensemble de l'équipe tombe malade, comment le service tourne, parce qu'il faut que le service tourne. Donc voilà, on a monté plusieurs scénarios comme ça et ça a été important pour nous de sécuriser ces fonctions-là. Alors on a réfléchi à plusieurs options avec aussi une alternance au niveau des équipes biomédicales pour essayer de limiter la contamination entre nous. Mais voilà, je pense que c'est un point important en retour d'expérience de choses qu'il faut mettre en place pour sécuriser ces filières-là. Je vais terminer du coup par un petit bilan effectivement sur la crise Covid. Je pense qu'il faut effectivement que les services biomédicaux soient intégrés aux cellules de gestion de crise. Alors nous, dans notre établissement, c'était le cas. On était associé à la cellule de crise logistique pour une bonne remontée des informations sur la gestion du matériel. C'est essentiel pour après faire une bonne prise en charge des patients. Savoir quel matériel est disponible, quand et où est-ce qu'il est localisé. On a pu aussi avoir des échanges réguliers au niveau des équipes soignantes pour bien définir le besoin et bien l'adapter en termes d'équipement tout au long de la crise. Un point fort je pense qu'on a eu de la chance sur notre secteur, c'est qu'on a une forte coopération interétablissement qui nous a vraiment permis d'organiser les flux de patients et la mutualisation du matériel. Et ça, je pense qu'il faut tous qu'on travaille aussi à ce niveau-là, au niveau national. Il y a eu aussi un fort retour et partage d'expériences entre ingénieurs biomédicaux. Ça se faisait surtout via des groupes WhatsApp, mais c'est vrai que ça permet de profiter de l'expérience des autres sites. Surtout que c'est vrai que chez nous, l'épidémie est arrivée à différents temps, donc certains l'ont vécu avant les autres et ont pu bénéficier un peu du retour de certains collègues. Et il faut surtout aussi continuer à s'adapter à l'évolution des besoins et des pratiques. On l'a vu, les besoins de début de crise ne sont plus forcément les besoins et les demandes qu'on a aujourd'hui. Donc il faut qu'au niveau biomédical, on
on ait un petit peu cette adaptation-là pour essayer d'un peu anticiper les demandes et continuer à pouvoir répondre à nos services de soins. Je vous avais remis effectivement pour ceux qui souhaitent aller un petit peu plus loin. En travaillant cette présentation, je me suis plongée sur pas mal de vidéos très bien faites là, de la CRLF ou via la FIB. Il y a des choses très intéressantes pour ceux qui souhaitent un peu pousser le sujet sur la ventilation invasive. Et je vous ai aussi mis les différents donc Mars les messages d'alerte avec les différentes recommandations qu'on peut trouver sur l'utilisation du matériel. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci Anaïs. Alors, j'invite les participants à poser leurs questions via le Q&R, là, le bouton du bas, toujours, donc à Anaïs ou aux autres intervenants. Donc, Anaïs, votre présentation, elle était très complète et elle a bien montré, en fait, comment votre équipe biomédicale a pu être vraiment impliquée aux côtés, enfin, même très fortement impliquée aux côtés des médecins. C'était intéressant de voir aussi ce lien avec les hygiénistes, comme quoi vous êtes en interaction avec tous les professionnels de santé de votre établissement. Et tout ça pour permettre effectivement que l'établissement puisse disposer des bons équipements au bons endroits, au bon moment, des équipements tout à fait adaptés et les plus fonctionnels possibles. C'était aussi intéressant, je pense que vous ayez attiré l'attention des participants sur la vigilance qu'il faut avoir à chaque instant et notamment en période de crise concernant tous ces nombreux équipements médicaux qui finalement ont surgi sur le marché ces derniers mois. Et en rappelant justement que même en temps de crise, il faut garder cet œil expert biomédical pour garantir la sécurité des patients et du personnel utilisateur parce que c'est ce qui reste la priorité. C'était bien aussi de voir que justement le rôle des biomédicaux, encore une fois, ne se limite pas à la maintenance, mais couvre aussi cette question des acquisitions d'équipements, la question, donc, on a dit finalement de l'hygiène aussi, puis de la formation du personnel. Et puis merci aussi pour tous les documents que vous avez référencés. Je crois donc il y a des documents, des vidéos, etc., qui seront sans doute bien utiles à vos confrères biomédicaux des pays du Sud. Voilà, donc merci à tous. Donc, les présentations de nos intervenants sont maintenant terminées. Alors, je vais laisser la parole à ma collègue Gabrielle qui va animer le temps de questions-réponses à partir des questions que les participants ont posées dans le chat. Et puis, je vous retrouve quant à moi un tout petit peu plus tard pour la clôture du webinaire.